Loi 24. Soyez un courtisan modèle. Principe. Le courtisan évolue dans un monde où tout tourne autour du pouvoir et du jeu politique. Il doit maîtriser l'art du flou, flatter, s'abaisser devant les grands et exercer son pouvoir sur les autres de manière aussi courtoise que discrète. Apprenez et appliquez les lois de la cour, et votre ascension ne connaîtra pas de limite. La vie à la cour. La nature humaine est ainsi faite que toute vie de cour tourne autour du pouvoir. Dans le passé, la cour gravitait autour du souverain et avait de nombreuses fonctions. Outre le divertissement qu'elle apportait au roi, c'était le moyen de consolider la hiérarchie, du roi aux classes supérieures en passant par l'aristocratie, et de garder les nobles à la fois soumis et proches du monarque, en sorte qu'ils puissent les avoir à l'œil. La cour sert le pouvoir par de nombreux moyens, mais avant tout, elle glorifie le souverain, en l'entourant d'un microcosme où chacun lutte pour lui plaire. Être courtisan demandait jadis de se prêter à un jeu dangereux. Un voyageur arabe du XIXe siècle raconte qu'à la cour du Darfour au Soudan, les courtisans étaient censés imiter en tout le sultan. S'il était blessé, il devait souffrir de la même blessure. S'il tombait de cheval à la chasse, il tombait aussi. Des mœurs comme celle-ci existaient dans les cours du monde entier. Il fallait se plier à n'importe quoi plutôt que déplaire au roi. Un faux pas pouvait entraîner la mort ou l'exil. Le courtisan habile devait jouer les funambules, plaire mais ne pas trop plaire, obéir tout en se distinguant des autres courtisans, mais éviter de se distinguer au point d'attirer la jalousie du roi. Les grands courtisans maîtrisent l'art de la manipulation. Grâce à eux, le souverain se sent plus royal. Ils suscitent chez tous les autres la crainte de leur pouvoir. Ce sont des magiciens du paraître, car ils savent qu'à la cour, on juge beaucoup selon les apparences. Les grands courtisans sont courtois et polis. Ce sont des prédateurs obliques, paplards. Maîtres du verbe, ils ne parlent jamais plus que nécessaire et obtiennent ce qu'ils veulent grâce à quelques compliments ou à quelques insultes cachées. Ce sont des aimants. On recherche leur compagnie pour le plaisir, car ils savent comment plaire, et pourtant, ils ne s'humilient pas. Ils ne rampent pas devant leur maître. Les meilleurs courtisans deviennent les favoris du roi et profitent des avantages que cette situation leur donne. Ils finissent souvent plus puissants que le souverain lui-même, car ils savent utiliser à leur profit toutes leurs influences. Beaucoup considèrent aujourd'hui la vie de cour comme une relique du passé, une curiosité historique. Il raisonne, écrit Machiavel, comme si le ciel, le soleil, les éléments et les hommes avaient changé l'ordre de leurs mouvements et de leur puissance, et étaient différents de ce qu'ils étaient autrefois. Il n'y a peut-être plus de roi soleil, mais beaucoup de gens croient encore que le soleil tourne autour de leur précieuse personne. La cour royale a plus ou moins disparu, ou du moins a perdu son pouvoir. Mais les cours et les courtisans existent encore, parce que le pouvoir continue d'exister. Il est rare de nos jours que l'on exige d'un courtisan qu'il tombe de cheval, mais les lois qui gouvernent la politique à la cour sont aussi éternelles que les lois du pouvoir. Il y a donc beaucoup à apprendre des grands courtisans du passé et du présent. Les lois de la politique à la cour. Évitez l'ostentation. Il n'est jamais prudent de trop parler de soi et d'attirer l'attention sur ses actes. Plus l'on se vante de ses hauts faits, plus l'on éveille les soupçons. L'envie de ses pairs est source de trahison et de perfidie. Il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de clamer ses exploits. Mieux vaut parler moins que les autres et en général se montrer modeste. Pratiquez la nonchalance. N'ayez jamais l'air de faire d'efforts. Le talent doit paraître naturel. Mieux vaut passer pour un génie que pour un bourreau de travail. Même lorsqu'une tâche exige un dur labeur, il faut jouer la souplesse et la décontraction. L'exhibitionnisme de celui qui transpire sang et eau est une forme d'ostentation. Il vaut mieux que l'on s'émerveille de l'aisance avec laquelle vous êtes parvenu à vos fins, plutôt que de se demander pourquoi cela a exigé autant de travail. Flatter avec parcimonie. Vos supérieurs ont beau sembler avides de flatterie,
l'abus des bonnes choses leur fait perdre leur valeur. La flagornerie éveillera des soupçons même parmi vos pairs. Apprenez à flatter indirectement, en minimisant votre propre contribution, par exemple, pour que le maître en sorte grandi. Arrangez-vous pour être remarqué. C'est un paradoxe. Il ne faut pas trop briller, et pourtant on doit se faire remarquer. À la cour de Louis XIV, toute personne à qui le roi accordait un regard grimpait immédiatement dans la hiérarchie de la cour. Vous n'avez aucune chance de gravir les échelons si le souverain ne vous remarque pas dans la marée des courtisans. Cette tâche exige beaucoup de talent. Souvent au début, il suffit d'être vu au sens littéral du terme. Soignez votre présentation, puis tâchez de vous créer un style, une image distinctif. Subtilement distinctif. Modulez votre style et votre langage en fonction de votre interlocuteur. Il est fatal d'afficher un égalitarisme primaire. Le fait de parler et d'agir de la même façon avec chacun, quel que soit son rang, n'est pas une marque de raffinement, mais une terrible erreur. Ceux qui sont en dessous de vous le prendront à juste titre comme une forme de condescendance, et ceux qui sont au-dessus en seront offensés, même s'ils ne l'admettent pas. Vous devez adapter votre style et votre manière à chaque personne. Ne mentez pas, changez de peau. C'est un art, et non un talent inné. Apprenez cet art. C'est aussi vrai de la grande variété de cultures que l'on trouve dans le monde moderne. Ne considérez jamais vos critères de comportement et de jugement comme universels. L'incapacité à s'adapter à une autre culture est le comble de la barbarie et source de préjudices considérables. Ne soyez jamais le messager des mauvaises nouvelles. Le roi tue le messager qui apporte de mauvaises nouvelles. C'est un cliché, mais il recèle une certaine vérité. Faites des pieds et des mains, et si nécessaire, mentez et trichez pour être sûr que le fardeau des mauvaises nouvelles tombe sur un collègue et jamais sur vous. Apportez uniquement de bonnes nouvelles et votre maître se réjouira à votre vue. Ne faites jamais preuve de familiarité déplacée avec votre maître. Il ne veut pas d'un ami comme subordonné, il veut un subordonné. Ne l'approchez jamais de manière familière, ne lui tapez pas sur la brioche. C'est à lui que revient cette prérogative. S'il choisit de traiter avec vous à ce niveau, restez quand même vigilant. Dans le cas contraire, marquez clairement la distance. Ne critiquez jamais vos supérieurs directs. Cela peut paraître évident, mais il arrive qu'une certaine forme de critique soit nécessaire. Ne rien dire, ne donner aucun conseil, vous conduirait à des risques d'un autre genre. Apprenez toutefois à présenter votre conseil et vos critiques de manière aussi indirecte et polie que possible. Procédez de manière détournée. Jouez sur la subtilité et la gentillesse. Demandez rarement des faveurs à vos supérieurs. Rien n'irrite plus un maître que d'avoir à rejeter une requête. Il en éprouve des remords et du ressentiment. Demandez des faveurs aussi rarement que possible, sachez vous taire. Plutôt que tirer sans cesse la couverture à vous, il vaut mieux gagner les faveurs que le maître vous accordera volontiers. Plus important, ne demandez pas de faveurs pour quelqu'un d'autre, surtout pour un ami. Ne plaisantez jamais sur le physique ni sur le goût de quiconque. La vivacité d'esprit et le sens de l'humour sont des qualités essentielles pour un bon courtisan, et la gauloiserie est parfois bienvenue. Mais évitez toute plaisanterie sur le physique et le goût, domaine extrêmement sensible, en particulier pour vos supérieurs. Ne vous y aventurez pas, même en leur absence, vous creuseriez votre tombe. Ne soyez pas systématiquement cynique. Exprimez votre admiration pour le bon travail des autres. Si vous raillez constamment vos égaux et vos subordonnés, certaines critiques rejailliront sur vous et vous suivront partout. Les gens n'aiment pas les sarcasmes, cela les irrite. En louant les œuvres des autres, paradoxalement, vous attirez l'attention sur les vôtres. La capacité d'exprimer émerveillement et étonnement en toute sincérité est un talent en voie de disparition, mais celui qui le possède est extrêmement apprécié. Sachez vous juger. Le miroir est une invention miraculeuse. Sans lui,
on multiplierait les impairs contre la beauté et le bon goût. On a aussi besoin d'un miroir moral. Les autres jouent parfois ce rôle en vous disant ce qu'ils pensent de vous, mais ce n'est pas la méthode la plus efficace. Vous devez être votre propre miroir. Apprenez à vous voir avec les yeux des autres. Êtes-vous trop obséquieux? Faites-vous trop d'efforts pour plaire? Avez-vous l'air de rechercher l'attention à tout prix, comme si vous étiez sur le déclin? Observez-vous attentivement et vous éviterez 1000 gaffes. Gardez votre sang-froid. Comme un acteur sur scène, apprenez à pleurer et rire sur commande au moment juste. Cachez colère et ressentiment, feignez la joie et la jubilation. Soyez maître de vos expressions. C'est peut-être du mensonge, mais si vous préférez étaler vos états d'âme bruts de fonderie, ne vous plaignez pas que les autres vous trouvent insupportables. Soyez dans l'air du temps. Un petit air désuet a du charme, à condition de choisir un style vieux de plus de 20 ans. Porter des vêtements à la mode d'il y a 10 ans est ridicule, sauf à vouloir jouer les bouffons. Votre esprit et votre façon de penser doivent correspondre à votre époque, même si celle-ci vous défrise. Inversement, personne ne vous comprendra si vous vous positionnez trop à l'avant-garde. Il n'est jamais bon d'être un anachronisme ambulant, il vaut mieux se fondre dans le style en vogue. Soyez source de plaisir. C'est une règle de base. L'homme fuit ce qui est désagréable, alors que la promesse de délice l'attire comme la flamme le papillon. Soyez la flamme et vous atteindrez les sommets. La vie est pleine de désagréments, et le plaisir est rare. Vous deviendrez aussi indispensable que l'eau et la nourriture. Cela peut paraître évident, mais ce qui est évident n'est pas nécessairement appliqué. Il y a différents degrés. Tout le monde ne peut pas devenir le favori, parce que tout le monde n'est pas doté de charme et d'esprit. Mais nous pouvons tous adoucir nos aspects déplaisants et les masquer quand c'est nécessaire. Un homme qui sait la cour est maître de son geste, de ses yeux et de son visage. Il est profond, impénétrable. Il dissimule les mauvais offices, sourit à ses ennemis, contraint son humeur, déguise ses passions, dément son cœur, parle, agit contre ses sentiments. Jean de la Bruyère, 1645-1696, les caractères. Scène de la vie de cour. Exemple à suivre et erreur fatale. Scène 1. Alexandre le Grand, dont les conquêtes s'étendirent du bassin méditerranéen à l'Inde, eut comme précepteur Aristote. Toute sa vie, il fut féru de philosophie et fidèle aux enseignements de son maître. Il se plaignit à Aristote que pendant ses interminables campagnes, il n'avait personne avec qui discuter philosophie. Aristote lui suggéra d'emmener Callisthène, un de ses anciens élèves, à l'esprit pénétrant. Aristote avait enseigné à Callisthène l'art d'être un bon courtisan, mais le jeune homme méprisait secrètement ce talent. Il croyait en la philosophie pure et prônait les paroles sans artifice, la vérité toute nue. Il estimait qu'Alexandre, pour l'amour de la philosophie, ne verrait pas d'objection à ce qu'on lui parle franc. Pendant une campagne, Callisthène eut un mot de trop, et Alexandre le fit mettre à mort. Interprétation. À la cour, l'honnêteté est folie. Ne soyez jamais sûr de vous-même au point de croire que le maître accepte la critique, même justifiée. Scène 2. Au début de la dynastie Han, il y a 2000 ans, les mandarins chinois compilèrent une série d'écrits, les mémoires historiques. Ils contenaient la biographie officielle de chaque dynastie, nourrie d'anecdotes, de statistiques, de recensements et de chroniques de guerre. Chaque partie comprenait un chapitre intitulé « Événements inhabituels ». Parmi les tremblements de terre et autres inondations, on y trouvait mention de phénomènes étranges tels que moutons à 2 têtes, oies volant à reculons, étoiles éphémères dans différentes parties du ciel, etc. Les tremblements de terre ont pu être vérifiés historiquement, mais les monstres et les phénomènes naturels étranges étaient clairement ajoutés à dessein et se présentaient toujours en série. Quel en était le sens? L'empereur chinois n'était pas considéré comme un homme ordinaire, c'était une force en soi. Son royaume était le centre de l'univers et tout tournait autour de lui. Il symbolisait la perfection du monde.
Le critiquer, lui et ses actions, revenait à critiquer l'ordre divin. Aucun ministre, aucun courtisan n'osait s'en prendre à l'empereur, fût-ce avec un seul mot. Mais les empereurs étaient faillibles, et le royaume souffrait grandement de leurs erreurs. L'ajout de ces étranges phénomènes dans les chroniques de la cour était le seul moyen de les mettre en garde. L'empereur lisait la description de ces oies qui volent à reculons et de ces lunes qui se promènent hors de leur orbite et réalisait qu'il s'agissait d'avertissements. Si ces actes déséquilibraient l'univers, ils devaient être modifiés. Interprétation. Pour les courtisans chinois, il était crucial de parvenir à conseiller l'empereur. Des milliers d'entre eux y laissèrent la vie. Pour le faire en toute sécurité, leurs critiques devaient être indirectes mais pas trop, sous peine d'être ignorées. Les chroniques étaient une solution. Personne ne pouvait être accusé de critique, le conseil était aussi impersonnel que possible, mais l'empereur était prévenu de la gravité de la situation. Votre maître n'est plus le centre de l'univers, mais il s'imagine toujours que tout tourne autour de lui. Quand on le critique, il voit la personne qui formule la critique et non la critique elle-même. Comme les courtisans chinois, vous devez trouver un moyen de disparaître derrière l'avertissement. Utilisez des symboles et autres détours pour dépeindre les problèmes à venir sans mettre la tête sur le billot. Scène 3. Au début de sa carrière, l'architecte Jules Mansart fut engagé par le roi Louis XIV pour concevoir des améliorations mineures du château de Versailles. Pour chaque projet, il était censé dessiner les plans et s'assurer qu'il suivait à la lettre les instructions du roi. Il les présentait ensuite à Sa Majesté. Le courtisan Saint-Simon a décrit la façon qu'avait Mansart de traiter avec le roi. L'adresse de Mansart était d'engager le roi par des riens en apparence, en des entreprises fortes ou longues, et de lui montrer des plans imparfaits, surtout pour ses jardins qui, tout seuls, lui missent le doigt sur la lettre. Alors Mansart s'écriait qu'il n'aurait jamais trouvé ce que le roi proposait. Il éclatait en admiration, protestait qu'auprès de lui, il n'était qu'un écolier, et il le faisait tomber de la sorte où il voulait, sans que le roi s'en doutât le moins du monde. À l'âge de 30 ans, ayant utilisé cette méthode à plusieurs reprises, Mansart reçut du roi une commande prestigieuse. Bien que moins talentueux et expérimenté qu'un certain nombre d'autres architectes français, il fut chargé de l'agrandissement de Versailles. Il était devenu l'architecte du roi. Interprétation. Dans sa jeunesse, Mansart avait vu nombre d'artisans au service du roi Louis XIV perdre leur poste, non par manque de talent, mais à cause d'erreurs de comportement qui leur avaient coûté cher. Il avait retenu la leçon. Mansart s'était toujours efforcé de faire en sorte que Louis XIV se sente grandi en le flattant aussi publiquement que possible. N'imaginez jamais que le talent fait tout. À la cour, l'art de courtiser est plus important que le talent. Ne passez jamais tant de temps sur vos études que vous en négligiez l'aspect diplomatique. Le talent suprême, c'est de faire passer le maître pour plus doué que son entourage. Scène 4. Jean-Baptiste Isabey était le peintre officieux de la cour de Napoléon. Pendant le congrès de Vienne en 1814, après la défaite de Napoléon et son bannissement à l'île d'Elbe, les diplomates qui allaient décider du sort de l'Europe invitèrent Isabey à immortaliser cet événement historique dans une peinture épique. Quand Isabey arriva à Vienne, Talleyrand, principal négociateur de la France, rendit visite à l'artiste. Étant donné son rôle clé dans les pourparlers, expliqua l'homme d'État, il s'attendait à occuper le centre du tableau. Isabey reconnut cordialement la justesse de ses propos. Quelques jours plus tard, le duc de Wellington, principal négociateur des Anglais, approcha aussi Isabey et lui tint à peu près le même langage que Talleyrand. Toujours courtois, Isabey convint que le grand-duc devait en effet être le point de mire de son œuvre. Isabey était face à un dilemme. S'il donnait la prééminence à l'un, il provoquerait un incident diplomatique à un moment où la paix et la concorde étaient essentielles. Cependant, quand le tableau fut dévoilé, Talleyrand et Wellington se sentirent tous les deux honorés et satisfaits. L'œuvre représentait une vaste pièce pleine de diplomates et d'hommes d'État de toute l'Europe. Sur un côté, le duc de Wellington entrait dans la pièce
et tous les regards étaient tournés vers lui. Il était le centre de l'attention. Talleyrand, quant à lui, siégeait au milieu du tableau. Interprétation. Il est souvent difficile de satisfaire le maître, mais satisfaire deux maîtres en même temps exige le génie d'un grand courtisan. De telles situations sont courantes à la cour. En prêtant allégeance à tel maître, on déplaît à tel autre. Il faut trouver le moyen de naviguer adroitement entre Charybde et Scylla. Chaque maître doit recevoir son dû. Ne suscitez jamais le ressentiment de l'un en faisant plaisir à l'autre. Scène 5. Georges Brumel, dit le beau Brumel, était célèbre à la fin du XVIIIe siècle pour sa suprême élégance et ses mots d'esprit. Il lança la mode des chaussures à boucles, bientôt imitée par tous les dandys. Sa maison de Londres était le lieu à la mode en ville et Brumel l'arbitre des élégances masculines. S'il n'aimait pas des chaussures, il convenait de s'en débarrasser sur le champ et de courir acheter ce que lui portait. Il perfectionna l'art du nœud de cravate. On dit que Lord Byron passa des nuits devant son miroir à essayer de percer le secret des admirables nœuds de Brumel. Un des plus grands admirateurs de Brumel était le prince de Galles, qui se considérait comme un jeune homme à la mode. Brumel fit bientôt partie de la cour du prince, avec une pension royale, et devint si sûr de son autorité qu'il se permit de ridiculiser la corpulence du prince en le surnommant Big Ben. C'est aussi le surnom de la tour de Londres dont l'horloge sonne l'heure sur la ville. Comme la sveltesse est une qualité importante chez un dandy, la critique était cinglante. Un jour, au dîner, alors que le service se faisait attendre, Brumel dit au prince « Sonnez, Big Ben ». Le prince sonna, mais lorsque le valet arriva, il lui ordonna de raccompagner Brumel et ne le reçut plus. Une fois tombé en disgrâce, Brumel continua à traiter les gens avec la même arrogance. Privé du soutien du prince de Galles, il s'endetta lourdement, sans perdre pour autant sa morgue, et bientôt tous l'abandonnèrent. Il perdit jusqu'à la raison et mourut seul dans une misère noire. Interprétation. Les mots d'esprit du beau Brumel étaient appréciés par le prince de Galles, mais même l'arbitre des élégances ne pouvait se permettre de plaisanter impunément sur le physique du prince, surtout devant lui. Ne vous moquez jamais de l'embonpoint d'une personne, même indirectement, surtout s'il s'agit de votre maître. Les oubliettes de l'histoire sont peuplées de gens qui se sont permis de telles facéties aux dépens de leurs protecteurs. Scène 6. Le pape Urbain VIII tenait à laisser le souvenir d'un poète de talent alors qu'il n'était qu'un piètre rimailleur. En 1629, le duc Francesco d'Este, connaissant les prétentions littéraires du pape, nomma le poète Fulvio Testi ambassadeur au Vatican. Une des lettres de Testi au duc dévoile les raisons de ce choix. Une fois notre conversation terminée, je m'agenouillai pour prendre congé, mais sa sainteté me fit signe et m'emmena dans sa chambre. Il prit sur un guéridon une liasse de papier et se tournant vers moi en souriant dit « Nous voulons que votre seigneurie écoute quelques-unes de nos compositions. » Et il me lut 2 très longs poèmes à la manière de Pindare, l'un en l'honneur de la Très Sainte Vierge et l'autre à propos de la comtesse Mathilde. On ne sait au juste ce que pensa Testi de ces œuvres parce qu'il était dangereux d'être franc, même dans une lettre. Mais il continuait. Je me pliai à son désir et commentai chaque ligne avec tous les éloges nécessaires. Puis, après avoir baisé la mule de sa sainteté, pour la remercier d'un signe aussi inhabituel de bienveillance, la lecture du poème, je partis. Quelques semaines plus tard, le duc lui-même rendit visite au pape et récita des passages entiers des fameuses poésies. Il en fit les plus vibrants éloges, et le pape fut si débordant de joie qu'il semblait perdre la tête. Interprétation. En matière de goût, vous ne serez jamais trop obséquieux avec votre maître. Le goût est la pierre de touche de la susceptibilité. Ne remettez jamais en cause le goût du maître, ne le contestez jamais. Sa poésie est sublime, sa mise irréprochable et ses manières un modèle pour tous. Scène 7. Un après-midi, le marquis Zhao, seigneur des Han de 358 à 333 avant Jésus-Christ, tomba ivre-mort dans les jardins du palais.
Le gardien de la couronne, dont la seule tâche consistait à s'occuper du couvre-chef impérial, passa par là et vit son maître endormi sans manteau. Comme il faisait frisquet, le gardien de la couronne posa son propre manteau sur le maître et s'en alla. Quand Zhao s'éveilla et qu'il vit le manteau sur lui, il demanda à ses valets « Qui a posé ce vêtement sur moi ?» « Le gardien de la couronne, répondirent-ils. L'empereur fit immédiatement appeler le gardien du manteau et le fit punir pour avoir négligé ses devoirs. Puis il manda le gardien de la couronne et le fit décapiter. Interprétation. N'outrepassez jamais les limites qui vous sont fixées. Faites ce que l'on attend de vous au mieux de vos capacités, sans plus. Le fait de penser qu'en faisant plus, on fait mieux est une erreur courante. Il n'est jamais bon d'en faire trop. C'est comme si l'on essayait de masquer une défaillance. En accomplissant une tâche que l'on ne vous a pas demandée, vous ne faites qu'éveiller les soupçons. Si vous êtes gardien de la couronne, gardez-la comme la prunelle de vos yeux, et réservez votre philanthropie pour les moments où vous n'êtes pas à la cour. Scène 8. Un jour, pendant ses loisirs, le peintre italien Fra Filippo Lippi, 1406-1469, sortit avec quelques amis sur un petit bateau au large d'Ancône. Ils furent capturés par 2 galères morts qui les emmenèrent en Barbarie où ils furent vendus. Pendant 18 mois, Filippo y trima comme esclave, sans espoir de retour en Italie. En différentes occasions, Filippo avait vu son propriétaire. Un jour, bien qu'enchaîné, il fit sur le mur avec un bout de charbon de bois un portrait de lui en pied en tenue mauresque. Le propriétaire le sut bientôt car personne n'avait jamais vu pareil talent. On aurait dit un miracle, un cadeau de Dieu. Le portrait plut tellement au propriétaire qu'il rendit immédiatement sa liberté à Filippo et l'employa à sa cour. Tous les hommes importants du Maghreb vinrent voir les magnifiques portraits en couleur que peignait Fra Filippo, et finalement, en reconnaissance pour l'honneur qui lui était ainsi fait, le maître de Filippo renvoya l'artiste en Italie. Interprétation. Nous travaillons dur pour un autre, comme si nous avions été capturés par des pirates et vendus comme esclaves. Mais à l'instar de Fra Filippo, sauf peut-être à un degré moindre, la plupart d'entre nous possèdent un talent qui nous distingue des autres. Faites cadeau à votre maître de vos talents, et vous supplanterez les autres courtisans. Si nécessaire, laissez-le en tirer les honneurs, cela ne durera pas. Utilisez-le comme marchepied. C'est le moyen de montrer votre talent et, en fin de compte, de racheter votre liberté. Scène 9. Un jour, le domestique du roi Alphonse Ier d'Aragon lui raconta que la nuit précédente, il avait eu un rêve. Le roi lui faisait cadeau d'armes, de chevaux et de vêtements. Alphonse Ier, qui était noble et généreux, décida qu'il serait amusant que ce rêve devienne réalité. Il offrit au domestique ce dont il avait rêvé. À quelque temps de là, le même domestique annonça au roi qu'il avait eu un autre rêve et que cette fois-ci, Alphonse lui avait donné une quantité considérable de florins d'or. Le roi sourit et dit « Dorénavant, ne crois plus en tes rêves, ils mentent. » Interprétation. Dans sa réaction au premier rêve du domestique, Alphonse avait l'initiative. En réalisant ce rêve, il se substituait à la providence divine avec humour et élégance. Mais au second rêve, tout semblant de magie avait disparu. Rien n'est plus laid qu'une tentative d'escroquerie. Ne demandez jamais trop et sachez vous arrêter. C'est la prérogative du maître que de donner, quand il veut et ce qu'il veut, sans que personne l'y incite. Ne lui offrez pas l'occasion de rejeter vos demandes. Mieux vaut gagner des faveurs en les méritant, en sorte qu'elles soient accordées sans avoir été demandées. Scène 10. Le peintre paysagiste anglais J.M. Turner, 1775-1851, était connu pour la singularité de ses couleurs, auxquelles il donnait une luminescence comme irisée. Ses peintures étaient si étonnantes que les autres artistes redoutaient de voir ses œuvres accrochées à côté des leurs. Celles-ci en devenaient ternes. Le peintre Sir Thomas Lawrence eut une fois la malchance de voir le chef-d'œuvre de Turner, Cologne, placé entre 2 de ses œuvres dans une exposition. Lawrence se plaignit amèrement au propriétaire de la galerie qui refusa d'intervenir. Après tout, il fallait bien qu'il y ait des tableaux à côté de celui de Turner.
Mais Turner eut vent de sa plainte, et avant l'ouverture de l'exposition, il barbouilla le lumineux ciel doré de Cologne et le rendit aussi terne que les ciels de Lawrence. En voyant le résultat, un ami de Turner fut horrifié. « Qu'as-tu fait à ton tableau ?»« Le pauvre Lawrence semblait si malheureux, répondit Turner. Ce n'est que du noir de fumée, on l'essuiera après l'exposition. Interprétation. Les craintes des courtisans concernent le plus souvent le maître, source des plus grands dangers. Pourtant, c'est une erreur d'imaginer que seul le maître détermine votre destin. Vos égaux et vos subordonnés jouent aussi un rôle important. La cour est un creuset qui bouillonne de ressentiment, d'inquiétude et de jalousie puissante. Il vous faut apaiser tous ceux qui pourraient vous nuire un jour, calmer leurs ressentiments et leurs envies et diriger leur hostilité sur quelqu'un d'autre. Turner, qui était un grand courtisan, savait que sa bonne fortune et sa réputation dépendaient aussi bien de ses collègues peintres que des marchands et des maîtres. Combien de grands sont tombés à cause de collègues envieux? Mieux vaut atténuer temporairement son rayonnement qu'essuyer les flèches des envieux. Scène 11. Winston Churchill était peintre amateur et après la Seconde Guerre mondiale, les collectionneurs s'arrachèrent ses tableaux. L'éditeur américain Henry Luce, créateur des magazines Time et Life, avait un paysage de Churchill dans son bureau personnel à New York. Au cours d'un voyage aux États-Unis, Churchill rendit visite à Luce et les deux hommes regardèrent ensemble le tableau. L'éditeur remarqua: « C'est un beau tableau, mais je pense qu'il manque quelque chose au premier plan, un mouton peut-être. » Le jour suivant, le secrétaire de Churchill appela l'éditeur et, à sa grande consternation, lui demanda de renvoyer le tableau en Angleterre. Luce s'exécuta, mortifié d'avoir peut-être offensé l'ancien Premier ministre. Quelques jours plus tard, cependant, le tableau lui fut renvoyé avec une légère modification. Un petit mouton paissait au premier plan. Interprétation. Churchill dépassait Luce de la tête et des épaules tant en stature qu'en réputation. Mais Luce était incontestablement un homme de pouvoir. On pouvait vaguement les considérer sur un pied d'égalité. Mais que pouvait craindre Churchill d'un éditeur américain? Pourquoi s'incliner devant la critique d'un amateur? Une cour, en l'occurrence le milieu des diplomates et des hommes d'État, et aussi les journalistes qui les courtisent, est un lieu de dépendance mutuelle. Il est déconseillé d'égratigner le goût des hommes de pouvoir, même s'ils sont en dessous de soi ou des égaux. En se montrant capable d'avaler les critiques d'un Luce, Churchill se conduisit en courtisan hors pair. Peut-être la modification apportée à son tableau témoignait-elle d'une certaine condescendance, mais de manière si subtile que Luce ne s'en rendit pas compte. Imiter Churchill, ajouter un mouton. Il est toujours utile de se montrer obligeant, même si l'on ne sert pas de maître. Le jeu subtil de la courtisanerie, un conseil. Talleyrand était un courtisan consommé, particulièrement lorsqu'il servait son maître Napoléon. Quand les deux hommes firent connaissance, Napoléon dit un jour en passant: « Je viendrai déjeuner chez vous un de ces jours. » Talleyrand résidait à Auteuil, aux portes de Paris. « J'en serais ravi, général, » répondit le ministre, « et puisque ma maison est proche du bois de Boulogne, vous pourrez vous délasser en faisant du tir l'après-midi. »« Je n'aime pas le tir, » répondit Napoléon, « mais j'aime la chasse. Y a-t-il des sangliers au bois de Boulogne ?» Napoléon était originaire de Corse, où la chasse aux sangliers était un sport national. En demandant s'il y avait des sangliers dans un parc de Paris, il montrait à quel point il était provincial, rustre presque. Talleyrand ne rit pas, mais ne put résister à la tentation de faire une farce à l'homme, qui était certes son maître en politique, mais ne l'était ni par le sang ni par la naissance. Talleyrand appartenait à la vieille noblesse de Guyenne. À la question de Napoléon, il répondit: « Très peu, général, mais gageons que vous en trouverez. » Il fut convenu que Napoléon arriverait chez Talleyrand le jour suivant à 7 heures du matin et qu'il y passerait la matinée. La chasse aux sangliers aurait lieu l'après-midi. Toute la matinée, le général ne parla que de cette fameuse chasse. Talleyrand avait envoyé ses domestiques au marché pour y acheter 2 énormes cochons noirs qu'ils conduisirent au bois. Après le déjeuner,
les chasseurs et leurs chiens partirent pour le bois de Boulogne. À un moment, Talleyrand fit discrètement signe à ses domestiques qui lâchèrent un cochon. « Un sanglier !» s'écria Napoléon ravi. Il sauta à cheval pour lui courir dessus. Talleyrand resta en arrière. Au bout d'une demi-heure de galopade à travers bois, le sanglier fut capturé. Au moment du triomphe, cependant, un des aides de camp de Napoléon s'approcha de lui. Il savait que l'animal n'était pas un sanglier et craignait que le général ne se ridiculise si l'affaire s'ébruitait. « Mon général, dit-il à Napoléon, vous vous rendez compte bien sûr que ce n'est pas un sanglier, mais un cochon. » Écumant de rage, Napoléon partit immédiatement à bride abattue vers la maison de Talleyrand. Il réalisa en chemin qu'il risquait d'être pris comme tête de Turc et que le fait de fulminer contre Talleyrand ne ferait que le ridiculiser davantage. Il valait mieux ne pas faire d'éclat, mais il ne cacha pas sa mauvaise humeur. Talleyrand décida d'apaiser le général. Il demanda à Napoléon de ne pas retourner tout de suite à Paris. Il y avait au bois quantité de lapins que Louis XVI adorait chasser. Talleyrand offrit même à Napoléon d'utiliser une série de fusils qui avaient autrefois appartenu à Louis XVI. Avec force flatterie, il obtint de Napoléon qu'il se remette en chasse. Le groupe partit pour le bois tard dans l'après-midi. En chemin, Napoléon dit à Talleyrand « Je ne suis pas Louis XVI, je ne vais sûrement pas tuer le moindre lapin. » Mais cet après-midi-là, étrangement, le parc grouillait de lapins. Napoléon en massacra bien 50, et son humeur revint au beau fixe. À la fin de cette éclatante démonstration, le même aide de camp s'approcha de Napoléon et lui glissa à l'oreille. « Pour dire franc, mon général, je commence à croire que ce ne sont pas des lapins sauvages. Je soupçonne ce coquin de Talleyrand de nous avoir de nouveau joué. » L'aide de camp avait raison. Talleyrand avait renvoyé ses domestiques au marché pour y acheter des dizaines de lapins qu'ils avaient lâchés dans le bois. Napoléon remonta immédiatement en selle et cette fois rentra directement à Paris. Plus tard, il menaça Talleyrand des pires représailles s'il racontait à âme qui vive ce qui s'était passé. S'il devenait la risée de Paris, le ministre le paierait cher. Il fallut des mois à Napoléon pour pouvoir refaire confiance à Talleyrand, et il ne lui pardonna jamais cette humiliation. Interprétation. Les courtisans sont comme des magiciens. Ils manipulent les apparences pour que leur entourage ne voit que ce qu'ils veulent. Il est vital de ne pas dévoiler ses astuces et ses tours de passe-passe. Talleyrand était le courtisan par excellence. Sans le zèle de l'aide de camp de Napoléon, il aurait probablement réussi à la fois à plaire à son maître et à se payer sa tête. Mais l'art du courtisan est subtil, et des circonstances inattendues peuvent faire échouer les combines les mieux échafaudées. Ne vous laissez jamais prendre à vos propres manœuvres. Ne trahissez jamais vos procédés. Si cela se produit, celui qui vous prenait pour un courtisan aux bonnes manières ne verra plus qu'un rustre détestable. Vous jouez à un jeu délicat. Prenez soin de brouiller les pistes et ne vous laissez jamais démasquer. Les deux chiens. Barbos était un fidèle chien de garde qui servait son maître avec zèle. Il aperçut sa vieille connaissance, Joujou, la chienne de salon, assise à la fenêtre sur un doux coussin de duvet. Il se glissa jusqu'à elle comme un enfant vers son père, les larmes aux yeux. Et là, sous la fenêtre, il gémit, remua la queue et bondit en tous sens. « Que deviens-tu, Joujoutka, depuis que notre maître t'a prise dans sa demeure? Tu te souviens, j'en suis sûr, de la faim dont nous souffrions ensemble dans la cour. Comment te traite-t-on à présent? » « Ce serait péché pour moi que de murmurer contre ma bonne fortune, » répondit Joujoutka. « Mon maître a pour moi 1000 prévenances. Je vis dans le luxe et l'abondance. Je mange et bois dans des récipients d'argent. Je joue avec le maître, et quand je suis fatigué, je dors à l'aise sur les tapis ou un molle édredon. Et toi, comment vas-tu? » « Moi, avoua Barbos, la tête et la queue basse, je vis comme avant. Je souffre du froid et de la faim. Comme c'est moi qui garde la maison du maître, je dors au pied du mur et je me fais tremper par la pluie. Et si j'aboie quand il ne faut pas, on me fouette. Mais toi, Joujou, si frêle et faible, comment se fait-il que tu aies eu la préférence alors que je m'échine en vain? Qu'as-tu fait? Moi? La belle question, s'exclama Joujou moqueuse. Je fais la belle, je marche sur mes pattes de derrière.
Ivan Krylov, 1768-1844, Fable. Politesse est prudence. Impolitesse est donc niaiserie. Se faire par sa grossièreté des ennemis, sans nécessité et de gaieté de cœur, c'est de la démence. C'est comme si l'on mettait le feu à sa maison. Car la politesse est comme les jetons, une monnaie notoirement fausse. L'épargner prouve de la déraison, en user avec libéralité de la raison. De même que la cire, dure et cassante de sa nature, devient, moyennant un peu de chaleur, si malléable qu'elle prend toutes les formes qu'il plaira de lui donner, on peut, par un peu de politesse et d'amabilité, rendre souple et complaisant jusqu'à des hommes revêches et hostiles. La politesse est donc à l'homme ce que la chaleur est à la cire. Arthur Schopenhauer, 1788-1860, Aphorisme sur la sagesse dans la vie, traduit par J.A. Cantacuzène.